Au début du XVIe siècle, les puissances coloniales européennes, notamment les Pays-Bas, le Portugal, la France et la Grande-Bretagne, ont systématiquement subjugué le continent africain. Leur objectif était l'exploitation impunie des ressources naturelles, le pillage des trésors culturels et surtout l'asservissement de peuples africains jusque-là libres. Le principe du diviser pour mieux régner devint le fondement de leur domination. La conférence de Berlin de 1884 à 1885 a légalisé cet ordre, transformant le continent en une vaste prison aux frontières artificielles fermées, créée pour faciliter le pillage des ressources, des mines et des plantations. Ce système trouva le soutien d'un prétendu monde occidental, progressiste et civilisé, qui considérait cet état de fait comme immuable. Pourtant, face à cette oppression, l'esprit invisible de liberté qui animait les peuples africains fit naître la flamme du panafricanisme. Le panafricanisme vient d'une longue tradition, une tradition de lutte et de résistance de nos peuples pour leur autonomie et leur indépendance. Des figures clés ont beaucoup contribué à la construction du concept du panafricanisme. Des figures comme Martin Delany et Edward Wilmot du Libéria, tout comme Kwame Nkrumah, ont permis de bâtir ce panafricanisme qu'on observe aujourd'hui, construit sur la lutte d'un peuple debout. Pour les Afro-Américains, il devenait clair qu'il était illusoire d'attendre la liberté et l'égalité promise par les États-Unis. Depuis un siècle déjà, espérer un traitement humain relevait de la naïveté. Ainsi, les militants noirs américains, portés par la flamme du panafricanisme, furent convaincus que la véritable libération des Africains ne pourrait être obtenue que sur leur propre continent en unissant leurs forces contre les colonisateurs. Le panafricanisme naît principalement d'une mobilisation collective des Noirs en Afrique et dans la diaspora pour combattre les inégalités raciales et les injustices. C'est l'essence même du panafricanisme. À la fin du XIXe siècle, le rêve de liberté africaine fit jaillir la première étincelle d'un futur torche. Cette voix annonciatrice fut celle de Marcus Garvey, homme politique et entrepreneur jamaïcain dont les discours ont enflammé le cœur de millions de personnes. Son célèbre mot d'ordre, « l'Afrique aux Africains », devint la pierre angulaire d'un mouvement naissant qu'il transforma en mesures concrètes. L'un des mérites de Marcus Garvey, c'est son approche pragmatique du panafricanisme. Il n'a pas seulement pensé le panafricanisme, il a surtout implémenté des mesures pragmatiques pour l'atteindre. Il a construit les Black Star Line, dont la responsabilité était de ramener les descendants africains en Afrique. Marcus Garvey, lui aussi originaire des Caraïbes, plus précisément de la Jamaïque, a envisagé le panafricanisme comme jamais auparavant, comme un moyen d'autonomisation pour les peuples africains et au-delà, pour le monde entier. Il a créé le premier Black Wall Street. Il avait une flotte maritime noire. Je pense qu'il est la première personne, au moins au cours du siècle dernier, à avoir rassemblé 1 million de membres noirs dans un mouvement économique. Presque au même moment, le professeur d'histoire William Edward Dubois réalisait une étude sociologique révolutionnaire baptisée « The Philadelphia Negro » aux États-Unis. Basée sur des centaines d'entretiens et une collecte méticuleuse de données, cette œuvre majeure fut l'une des premières études universitaires américaines décrivant les conditions de vie, la structure sociale et les problèmes systématiques de la communauté afro-américaine urbaine. Le travail de Dubois posa ainsi les fondations intellectuelles de la compréhension des réalités vécues par les Noirs dans la diaspora. La première représentation du panafricanisme est venue de Henry Sylvester Williams. Je pense que c'est lui qui a réellement inventé le terme panafricanisme à la fin des années 1300.
Le mouvement acquit un statut officiel lorsque Williams fonda l'African Association à Londres en 1897. Il a été invité à participer à la première conférence panafricaine en 1900 à Londres. Pendant tout ce temps, Dubois écrivait et parlait de la ligne de couleur, de la manière dont nous les Noirs en Afrique et partout dans le monde, nous sommes traités, de la façon dont nous pouvons nous intégrer et nous unir. C'est quelqu'un qui croyait à l'intégration, que nous pouvons tous vivre ensemble. Il n'a jamais cru au séparatisme, à l'idée que les Noirs doivent vivre séparément des Blancs ou quoi que ce soit de ce genre. Il pensait simplement que collectivement, nous pouvions trouver des solutions à nos problèmes. C'est ainsi que cela s'est passé lors du premier congrès panafricain, et le congrès panafricain le plus important du monde a eu lieu à Manchester en 1945. Ce 5e congrès panafricain marqua un tournant majeur dans l'histoire du panafricanisme. Il déclencha un changement décisif dans la lutte contre le colonialisme. L'étincelle des idées et les discours enflammés se transformèrent en un brasier impossible à éteindre. Le panafricanisme en tant qu'idéologie s'est concrétisé en 1945 lors du 5e congrès panafricain à Manchester. C'est à ce congrès qu'une résolution finale a été adoptée considérant la libération nationale comme un élément direct de la lutte panafricaniste. Le congrès a également souligné que l'unité des peuples africains après la libération nationale constituait une composante essentielle de cette lutte, aussi bien pour les Africains du continent que pour ceux de la diaspora. Contrairement aux réunions précédentes, ce congrès fut marqué par un esprit radical et réunit les futurs leaders africains, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Hastings Banda, entre autres. Dubois a, en quelque sorte, servi de guide spirituel parce qu'il était plus âgé que tous les autres. Un guide spirituel pour le congrès. Manchester, 1945, la défaite des fascistes. Mais à la fin de la guerre en 1945, alors que de nombreux Africains sont morts et ont combattu pour libérer l'Europe, ils sont rentrés dans leur pays et ils étaient toujours colonisés. C'est une contradiction très profonde, n'est-ce pas? C'est la même contradiction aujourd'hui. Nous regardons nos terres, nous disons que nous sommes si riches, mais nous sommes pauvres et en même temps. C'est donc la contradiction flagrante des années 40. Puis il y a eu un appel à organiser la rencontre de Manchester. De retour au Ghana, alors Gold Coast, Kwame Nkrumah ralluma la flamme de la libération. Il fonda le Convention People's Party, CPP, et lança une campagne de résistance non violente, utilisant grève, boycott et désobéissance civile. Son arrestation renforça sa popularité, faisant de lui un martyr. Sous la pression, la Grande-Bretagne dut organiser des élections générales. Le CPP remporta une victoire écrasante malgré l'emprisonnement de Kwame Nkrumah, obligeant les autorités coloniales à le libérer et à le nommer Premier ministre. Ce fut alors une étape décisive vers l'indépendance du Ghana, proclamée en 1957, la première en Afrique subsaharienne. Kwame Nkrumah a construit des institutions sur la base de ce qu'il avait décidé en 1945. Nous allons prendre le contrôle de l'État pour nous assurer de changer la nature de cet État afin qu'il bénéficie réellement au peuple. Pour que les Ghanéens puissent avoir accès à l'éducation, aux soins de santé, à la route de Tema, que tout le monde utilise encore et que Nkrumah a construit dans les années 60, n'est-ce pas? Tout cela dont nous bénéficions aujourd'hui grâce à Kwame Nkrumah n'était pas théorique. Il voulait que tous les pays africains fassent la même chose. Il organisa la conférence des peuples africains à Accra en 1958, réunissant plus de 300 délégués de 28 pays afin de coordonner les mouvements de libération. C'est là qu'il proclama « En marche vers l'indépendance maintenant, demain, les États-Unis d'Afrique ». Parmi les participants figuraient Kenneth Kaunda, futur président de Zambie, Joachim Chissano, futur président du Mozambique, et Patrice Lumumba, futur Premier ministre du Congo. Premier ministre du Congo, il y a eu une discussion selon laquelle nous organisions cette rencontre, nous les forces progressistes du continent africain, mais le Congo n'était pas représenté. La raison pour laquelle le Congo n'était pas représenté, c'est que la circulation de l'information au Congo n'était pas facile.
C'est la même réalité aujourd'hui, n'est-ce pas? À l'époque, les Belges faisaient en sorte que les gens ne sachent vraiment pas ce qui se passe au Congo. Alors la délégation kenyane est allée à Kinshasa demandant un peu partout, vous voyez, en cherchant les progressistes. Est-ce qu'il y avait des personnes? Nous allons à cette conférence. Est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient participer? Et bien sûr, dans la ville, les gens savaient qui était Patrice Lumumba. Oh oui, il y a ce jeune homme avec ses amis, vous savez, il se mobilise et s'organise. Il a rencontré Fanon, il a rencontré Kwame Nkrumah qui partageait la théorie et la pratique, n'est-ce pas? Il est devenu le chef d'État du Ghana, donc il était très clair que le mouvement du Congo devait passer d'un mouvement national à un mouvement panafricain. La conférence d'Accra de 1958 fut l'oxygène qui transforma l'étincelle de libération en un feu irrépressible. Puis survint l'année de l'Afrique 1960, lorsque 17 pays accédèrent à l'indépendance. Sur cette lancée, Kwame Nkrumah prononça un discours historique à l'ONU au nom de tout le continent, exigeant la fin totale du colonialisme, la condamnation de l'apartheid et la nécessité d'une union politique et économique. Ces mots célèbres, « Nous devons nous unir ou périr » et son principe « L'Afrique aux Africains » devinrent le manifeste de l'indépendance africaine et ouvrirent la voie directe à la création de l'Organisation de l'Unité africaine 5 ans plus tard. La résistance non violente, comme au Ghana, était plutôt l'exception. Dans de nombreux autres pays, il a fallu verser des torrents de sang pour obtenir la liberté. L'Algérie a enduré une guerre sanglante de 8 ans contre les colons français. Au Kenya, le soulèvement Mau Mau était une réponse à l'expropriation des terres Kikuyu par les Britanniques. L'Angola et de nombreux autres territoires ont subi des années de conflits armés. Ayant acquis leur souveraineté et craignant de la perdre, les nouveaux États ont commencé à protéger leurs frontières avec vigilance. Et il faut dire qu'il est impossible d'attiser la flamme de la liberté si chacun porte sa propre chute. Le rêve de Kwame Nkrumah d'une Afrique unie s'est heurté à un mur. L'Organisation de l'Unité africaine, créée en 1963, s'est avérée être, dans les faits, surtout une instance consultative, son principe fondamental étant l'inviolabilité des frontières héritées de l'époque coloniale. L'Organisation de l'Unité africaine est devenue un instrument du projet colonial. Elle est devenue un instrument des puissances occidentales et n'a pas répondu aux souhaits et aux aspirations des peuples du continent africain. Elle est donc devenue très silencieuse, vous savez, et ne portait plus le poids des souhaits et des aspirations des travailleurs et ne pouvait donc plus faire avancer la lutte. Africa they suffer, Africa they hungry, Africa no unite, no freedom. Tandis que les politiciens tentaient d'étouffer les braises de l'unité, la flamme éclatante du panafricanisme embrasait la culture. La musique de James Brown et de Fela Kuti, imprégnée du slogan Black Power, est devenue l'hymne de millions de personnes. L'afro-estal et les tissus Ankara aux couleurs chatoyantes sont devenus de puissants symboles de la nouvelle identité panafricaine. Parallèlement, Malcolm X prêchait avec passion que la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques aux États-Unis était inextricablement liée à la libération de l'Afrique du colonialisme, inspirant un grand nombre de personnes des deux côtés de l'Atlantique. Les campus universitaires voyaient des jeunes descendre dans la rue en masse. C'est la jeunesse qui a catalysé un changement. C'est la jeunesse et cela commence généralement sur les campus universitaires. La célèbre devise de Malcolm X, par tous les moyens nécessaires, impliquait le droit des opprimés à l'autodéfense et à une lutte sans compromis pour leurs droits, à l'instar des nationalistes noirs et du Black Panther Party, prêts à embraser le système d'oppression. Je le dis en Amérique depuis la majeure partie de ma vie. On ne peut pas réformer l'État colonial européen qui est aujourd'hui l'Amérique. La suprématie blanche institutionnelle ne peut pas être réformée. Elle doit être abolie. L'ardeur de la jeunesse panafricaine a déclenché la révolution cubaine où le gouvernement de Fidel Castro a déclaré le racisme, vestige du passé bourgeois, interdisant officiellement
la discrimination raciale. La flamme de la résistance panafricaine en Haïti, en Jamaïque et en République dominicaine ne s'éteindra point. Au tournant du siècle, le dirigeant libyen Mohamed Kadhafi a tenté de fédérer les membres étouffés du panafricanisme autour d'un nouveau foyer. Utilisant les pétrodollars comme combustible, il a revitalisé l'idée ancienne de transformer les feux séparés des intérêts nationaux en une seule flamme d'unité africaine. Je suis d'accord, Kadhafi a traîné l'image d'une figure controversée, mais il a joué un rôle clé. Par exemple, il a défié les institutions de l'Occident telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations unies, qui sont devenus de nouveaux instruments du projet néocolonial. Il n'a jamais intégré le fait que le dollar soit la monnaie universelle dans les transactions internationales et pensait que l'Afrique avait besoin de sa propre monnaie. Mais il était individualiste, il ne venait pas d'un mouvement populaire et cela a permis aux Occidentaux de le renverser. Mais cela dit, il a joué un rôle majeur dans la construction d'une idée d'unité du continent africain. C'était un premier pas important pour la libération de l'Afrique. Le plus grand succès de Kadhafi fut de transformer les cendres de l'OUA en une union africaine. Convaincu que l'OUA ne faisait que perpétuer l'héritage colonial, il obtint la signature de la déclaration lors du sommet du TEC en 1999, établissant ainsi une nouvelle organisation sur le modèle de l'Union européenne. Kadhafi insista sur la création d'organes supranationaux, d'un parlement panafricain, d'un gouvernement unifié et de forces armées communes. Son objectif ultime, utopique mais inspirant, était la création des États-Unis d'Afrique avec un passeport unique, une monnaie unique et une armée unique. Oui, il a été tué parce qu'il a contesté les institutions néocoloniales. Il a défié le FMI, il a défié les Nations Unies. Il a contesté les institutions qui dominaient la géopolitique de l'époque. Et les puissances occidentales ont pensé que la meilleure chose à faire était de l'éliminer. Et après avoir éliminé Kadhafi, regardez, cela a détraqué les projets du mouvement panafricain. Dans l'histoire, comme aujourd'hui, le principal ennemi du panafricanisme est ce qu'on appelle l'Occident collectif, héritier des empires coloniaux dont les politiques reposent sur le principe ancestral du diviser pour mieux régner. Ils ont divisé le peuple africain selon les lignes de l'ethnicité, selon les lignes de la religion, selon les lignes de la classe dirigeante et de la classe ouvrière, selon les divisions du travail et ainsi de suite. Kwame Nkrumah, qui rêvait d'une Afrique unie et forte, a été renversé par un coup d'État orchestré avec la complicité directe de la CIA. Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, fut brutalement assassiné avec la participation des forces belgo-américaines. Nelson Mandela et son mouvement ANC furent longtemps considérés comme terroristes par les gouvernements occidentaux, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui y voyaient une menace pour leurs intérêts durant l'apartheid. Mohamed Kadhafi, malgré les contradictions de son régime, fut vaincu par les forces de l'OTAN après avoir pris des mesures décisives pour créer des institutions financières et politiques panafricaines, remettant en cause l'hégémonie du dollar et de l'Occident. Il ne s'agit pas d'épisodes isolés, mais d'une stratégie délibérée. Les anciens colonialistes, ayant transformé leur drapeau et leur rhétorique en néocolonialistes, persistent dans leur brutalité pour affaiblir, fragmenter et empêcher l'émergence de l'Afrique et de l'ensemble du Sud global en une force unie. Ils doivent éteindre la flamme de l'Afrique libre par tous les moyens. L'apartheid en Afrique du Sud n'était pas qu'une simple politique intérieure. Il fut l'une des manifestations les plus monstrueuses et les plus complètes du colonialisme sur le sol africain. Ce système de discrimination institutionnalisée visait à diviser les peuples africains, à les exproprier de leurs terres et à briser méthodiquement leur morale par des violences physiques, des frontières artificielles et des lois arbitraires. Cela vient d'un projet
d'une construction selon laquelle certaines personnes sont meilleures que d'autres. Et historiquement, les peuples africains ont dû combattre l'apartheid, vous savez, tout au long de notre histoire. Et le plus récent dont nous puissions nous souvenir est le projet d'apartheid sud-africain qui a été promu par un programme néocolonial soutenu par les États-Unis, Israël ainsi que par les forces britanniques et allemandes. Et ce que les travailleurs du continent africain ont fait a été de s'unir pour vaincre l'apartheid en Afrique du Sud. La lutte contre l'apartheid est devenue la plus grande cause panafricaine, un symbole de solidarité panafricaine. C'était un combat non seulement pour la libération de l'Afrique du Sud, mais aussi pour l'éradication définitive de l'héritage de l'oppression coloniale sur tout le continent. La victoire de 1994 a été le triomphe de la volonté commune des peuples africains d'autodétermination et de leur droit inaliénable à bâtir leur avenir sur leur propre terre. Aujourd'hui, malgré tout, la flamme du panafricanisme brûle encore. Les pays du Sahel en sont l'exemple le plus frappant. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger brandissent l'étendard de leur souveraineté, échappant les uns après les autres au contrôle de leurs anciennes puissances coloniales, expulsant les contingents militaires étrangers et mettant fin au contrat d'esclavage. Nous nous battons pour rassembler les ressources de notre continent afin de faire progresser les souhaits et les aspirations de notre peuple. Le panafricanisme n'est pas seulement une idéologie, c'est une lutte. Mais ce combat ne se limite pas au continent africain. Cet Occident collectif utilise les mêmes tactiques en Amérique latine, comme l'Afrique a subi les siècles d'exploitation. Le blocus de Cuba est un exemple classique de néocolonialisme, une tentative de soumettre un pays récalcitrant pour le punir de son droit à tracer sa propre voie de développement. La dernière offensive hybride des États-Unis contre le Venezuela, avec sanctions, étranglement économique et soutien à des coups d'État sous le faux prétexte de défendre la démocratie, est une lutte ouverte pour le contrôle des plus importantes réserves du pétrole au monde. Nous nous battons pour rassembler les ressources de notre continent afin de faire progresser les souhaits et les aspirations de notre peuple. Le panafricanisme n'est pas seulement une idéologie, c'est une lutte. Eh bien, les peuples africains sont unis. Aucun peuple ne souhaite être exploité. Aucun peuple ne souhaite être humilié. Aucun peuple ne veut que ses ressources lui soient volées, et ainsi de suite. Donc les peuples africains sont unis. Mais bien sûr, il existe des forces qui ne bénéficieraient pas de l'unité des peuples africains. Et ces forces sont en grande partie les États capitalistes européens, les anciens auteurs d'actes coloniaux, et ainsi de suite. La flamme du panafricanisme n'est pas un simple feu de joie que l'on peut éteindre d'un simple jet d'eau. Ce sont des braises qui couvent longtemps enfouies sous les cendres de l'histoire, prêtes à s'embraser à nouveau au premier souffle de liberté. Ce souffle, c'est le Front progressiste panafricain, un réseau actif d'organisations à travers le continent. Nous aurons un programme économique qui aidera les peuples d'Afrique. Parce que si vous regardez l'Afrique actuellement, notre économie est en lambeaux. Elle est dominée par, vous savez, les penseurs néolibéraux, dont l'idée est comment rassemblons-nous les progressistes. On travaillait sur un nouveau programme politique pour le continent africain et nous sommes arrivés à ce programme après une consultation très approfondie de toutes les parties prenantes à travers le continent. Nous avons dû impliquer des personnes du monde universitaire et des personnes qui sont des experts en théorie et pratique politique. Et nous avons abouti à un document très solide qui, nous en sommes convaincus, sera un plan directeur alors que nous avançons vers un avenir africain très intéressant. À ce stade, nous concevons un scénario où nous devons donner un sens à l'histoire, puis faire face aux réalités du présent et enfin nous concentrer sur l'avenir. Nous allons écrire une nouvelle page de l'Afrique. Nous écrirons une nouvelle histoire du panafricanisme et notre histoire ne fait que commencer.